Nous allons aborder dans cette capsule la sémiologie des dissections des artères cervico-encéphaliques. Comme prérequis pour suivre cette capsule, vous pourrez regarder l'épidémiologie, physiopathogénie des dissections des artères cervico-encéphaliques, que vous mettrez en lien avec les autres capsules sur le sujet. Alors les objectifs sont nombreux, parce que face au risque de survenue des dissections des artères cervico-encéphaliques, l'ostéopathe doit parfaitement être conscient du risque et de l'urgence thérapeutique que représente cette atteinte. Donc il faudra qu'il connaisse l'épidémiologie, qu'il connaisse l'expression des signes locaux, des signes ischémiques et les facteurs précipitants, ainsi que les facteurs de risque liés aux anomalies de la paroi artérielle et du tissu conjonctif. Il faudra questionner systématiquement et tester les éventuels déficits de tout patient porteur d'une cervicalgie ou d'une céphalée d'apparition récente sur les éléments précités. Alors, on mettra en place le cas échéant, il faudra mettre en place le cas échéant des stratégies d'obtention, donc il ne faudra pas traiter son patient, il ne faudra pas réaliser de diagnostic fonctionnel. Et donc, il faudra orienter de manière appropriée vers le médecin du patient ou le service d'urgence votre patient. Abordons la sémiologie. Donc, on va pouvoir distinguer des signes locaux et des signes d'expression ischémique du territoire artériel concerné. Les signes locaux. On va avoir une douleur cervicale. En regard de l'artère carotide interne ou de l'artère vertébrale, habituellement donc de manière unilatérale, constante, d'installation insidieuse en quelques heures. Parfois, on peut avoir une douleur qui siège au niveau de la gorge ou de l'oreille et qui est prise à tort pour une infection urinaire. Alors, les céphalées unilatérales, souvent localisées souvent à prédominance périorbitaire ou dans la région de l'oreille, elle est de type très variable. Il s'agit dans tous les cas d'une céphalée qui est inhabituelle, même chez un céphalalgique connu, il ne reconnaît pas sa douleur, et ce seul critère peut faire évoquer le diagnostic. La céphalée périorbitaire pour une dissection carotidienne et postérieure occipitale pour une dissection vertébro-basilaire. On peut avoir un acouphène pulsatile par perception de l'accélération du flux dans le segment carotidien intrapétreux. On peut avoir un signe de Claude Bernard Horner, un myosis, ptosis et ophtalmie, par compression du plexus sympathique péricarotidien, et celui-ci est présent dans environ 50% des cas. Alors, toute anomalie de la dynamique pupillaire constatée lors de la recherche du réflexe pupillaire devra retenir l'attention. Parfois, on a aussi des paralysies des paires crâniennes. Alors, basses, le plus souvent, en arrière de la carotide, dans l'espace sous-parotidien postérieur, par compression ou étirement et dilatation anévrismale. Donc, on peut avoir des paralysies des nerfs crâniens 9, 10, 11 et 12, avec une abolition des réflexes tucigènes, nauséeux, dysphagie, fausse route et dysphonie. Alors, les signes ischémiques d'expression ponctuelle, donc AIT, ou installée par hypoperfusion. Alors, il faut savoir que l'épaississement de la paroi artérielle par l'hématome provoque une sténose ou une occlusion de la lumière artérielle qui peut se compliquer d'une thrombose intraluminale plus ou moins extensive. Alors ça, ce sera source d'embolie distale. Les signes ischémiques résultent de l'intrication à des degrés variables de ces phénomènes thromboemboliques et du retentissement hémodynamique de la sténose ou de l'occlusion d'une ou plusieurs artères cervicales ou cérébrales. Alors le territoire carotidien, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des troubles visuels, une cécité monoculaire, on va avoir des troubles du langage, des troubles moteurs, un déficit unilatéral, une hémiplégie ou une hémiparésie. On peut aussi avoir des troubles sensitifs avec une hémianesthésie. Dans le territoire vertébro-basilaire, alors on aura des troubles de la conduction neurologique avec un déficit moteur ou sensitif bilatéral, un déficit bilatéral des membres inférieurs, un dérobement des jambes dit drop attack. On peut avoir des troubles cérébelleux avec une ataxie cérébelleuse, des troubles de l'équilibre, une dysarthrie. On peut avoir des troubles vestibulaires, des vertiges, des troubles des nerfs crâniens avec une diplopie, une dysphagie. On peut avoir des troubles visuels avec une hémianopsie latérale homonyme. Alors les étiologies et les facteurs de risque. Donc
On peut avoir des facteurs précipitants, des anomalies de la paroi artérielle et des anomalies de la matrice extracellulaire. Alors il faut savoir que les dissections des artères cervicales peuvent être considérées comme un phénomène aigu favorisé par des facteurs précipitants, mais aussi par des facteurs de risque systémiques, chroniques, survenant chez des sujets ayant une anomalie préexistante de la paroi artérielle. Alors les facteurs traumatiques, on peut avoir un facteur traumatique au niveau du cou, un choc, une hyperextension, hein, les jours précédents, c'est rapporté dans moins de la moitié des cas. On peut aussi avoir une inflammation de la paroi artérielle. Alors, des études cas témoins ont montré une association entre une infection récente, hein, notamment des voies aériennes supérieures, et les dissections. La distribution saisonnière, avec une augmentation automnale, constitue aussi un argument indirect en faveur du rôle des infections comme facteurs environnementaux dans leur pathogénie. Alors, en ce qui concerne les anomalies de la matrice extracellulaire, alors, de nombreux arguments indirects suggèrent l'existence d'une anomalie préexistante de la paroi impliquant la matrice extracellulaire chez les patients qui ont une dissection artérielle. Cela permet peut-être d'expliquer que des facteurs précipitants, parfois très mineurs, voire absents, puissent déclencher une dissection. Ces arguments peuvent être schématiquement regroupés en trois grandes catégories. Alors, les maladies sous-jacentes de la paroi artérielle, maladies donc du tissu conjonctif, avec des dysplasies fibromusculaires, des maladies héréditaires du tissu conjonctif, hein, comme le syndrome de Marfan, la polykystose rénale. On peut avoir aussi donc des anomalies cardiaques et vasculaires associées, et aussi des formes familiales. Alors, les examens complémentaires classiques, hein, IRM, ARM ou en angio-IRM, on peut avoir l'angioscanner, l'échodoppler, alors les angiographies avec des produits de contraste, donc tout cela pour visualiser les artères extracrâniennes. Alors scanner et IRM cérébral permettent de visualiser les conséquences crâniennes et les mécanismes intracrâniens. Les traitements. Alors les traitements anticoagulants, hein, l'héparine, les AVK, on peut avoir des traitements antiplaquettaires comme l'aspirine, on peut avoir donc aussi des thrombolises intraveineuses, et comme traitement, ne pas oublier non plus la chirurgie pour la dissection des artères vertébrales intracrâniennes avec les hémorragies sous-arachnoïdiennes et aussi la pose de stent.